journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Les aires protégées au Togo, leur création et leur gestion évoquées hier en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé. Les détails dans un instant. L'Union africaine est célébrée ce 25 mai. Les grands défis à l'heure relevés par l'institution panafricaine à suivre dans cette édition. Cette journée est également consacrée en tant que journée internationale des enfants disparus. Geneviève Pognon nous dira comment prévenir la disparition des enfants. Les élus locaux appelés à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption au Togo. Une campagne nationale a été lancée dans ce sens ce matin à Lomé. Et puis sport football, les matchs des premières et deuxième divisions se poursuivent ce jeudi. On joue pour le compte respectivement des 28e et 23e journées. Radiolomé.tg. En rappel, le Conseil des ministres s'est réuni hier à Lomé sous la présidence du chef de l'État Faure Sozomna Gnassingbé. Un avant-projet de loi et un projet de décret ont été examinés et adoptés. De communication ont été également écoutés. Retour sur les grandes lignes du Conseil avec Edmond Sogba. La première communication écoutée est relative à la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Cette communication a permis de relever les résultats des travaux menés dans la poursuite de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. La deuxième communication écoutée porte sur la situation économique et financière et le financement de l'économie à fin décembre 2022 et au premier trimestre 2023. Le projet de décret examiné et adopté fixe les modalités d'application de la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement. Ce projet a pour objet de définir les conditions et les modalités d'obtention de l'agrément et précise également les règles régissant les activités des entreprises concernées. Auparavant, le Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi relative à la création et à la gestion des aires protégées. Le ministre en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Iwadan, revient sur cet avant-projet de loi. Alors, ce que l'on peut considérer comme une aire protégée, c'est d'abord une surface identifiée, délimitée géographiquement comme telle et qui est gérée selon des normes précises. Mais pour aller plus loin, en général, ce sont des surfaces qui visent à la conservation de faune ou de flore ou de richesses naturelles particulières qui peuvent être un écosystème en particulier, mais qui peuvent être également des espaces qui recèlent des richesses culturelles que l'on a intérêt à protéger. Donc les aires protégées, très simplement, ce sont des surfaces qui sont délimitées géographiquement et qui sont gérées comme telles en visant un objectif, la conservation d'un écosystème, la conservation de richesses naturelles, qu'elles soient de la faune ou de la flore. Alors, les aires protégées dans notre pays, c'est une vieille histoire, si on peut le dire ainsi, une histoire qui a commencé en 1937 avec l'identification des premières aires protégées. Donc, au total, il y en avait 83 qui étaient identifiés, délimités comme tels sur toute l'étendue du territoire, avec des spécificités pour chaque type d'aire protégée. Alors, dans l'histoire, on peut également identifier une autre date, les années 90, qui ont été marquées par un empiètement des populations riveraines de besoins d'agriculture, pour des besoins d'exploitation notamment, et cet empiètement a entraîné le délitement progressif de ces aires protégées. Il y avait des textes qui gouvernaient la conservation de ces aires. Aujourd'hui, le gouvernement a pris le parti d'actualiser les textes en question. Nous aurons désormais des aires protégées qui relèvent de l'État, certaines qui relèveront des collectivités territoriales, certaines qui relèveront des communautés ou des personnes morales, des personnes privées. L'ambition, c'est de faire en sorte que les aires protégées deviennent véritablement un poumon économique qui associe les collectivités riveraines, qui nous permettent
pour ce qui est de la flore notamment, de remplir un certain nombre d'engagements environnementaux, climatiques, mais également qui nous permettent d'avoir une lecture économique de ces aires protégées. Ce jeudi 25 mai, l'Afrique est à l'honneur. Cette journée interpelle les États sur les enjeux du continent par rapport au reste du monde. Dans ce sens, quelle est la vision de l'Union africaine d'ici 2060? Charlotte Ahar, Clarisse Tomité. Aux côtés des autres continents, l'Afrique ne baisse pas les bras dans sa volonté de s'ériger véritablement en une force dynamique dans l'arène internationale. C'est dans cette logique que l'Union africaine UA, autrefois OUA, Organisation de l'Unité africaine, s'est dotée d'une politique de développement socio-politique et économique dénommée Vision 2030. Une stratégie qui veut voir l'Afrique devenir un continent intégré, prospère et en paix, géré par ses propres citoyens. Il est question d'inscrire dans la durée et la prospérité pour ses citoyens et ses générations futures les actions à entreprendre. C'est une vision qui se retrouve dans l'agenda 2063 du continent avec pour objectif prioritaire faire de l'Afrique un continent ancré dans les idéaux du panafricanisme, un continent doté d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun, de valeurs et d'éthique partagées. Justement, à l'occasion de cette journée consacrée à l'Afrique, nous recevons David Tchakbira, rédacteur en chef, qui nous relève donc les défis majeurs auxquels l'Union africaine doit faire face. David, bonjour. Bonjour Yasmine. Ce 25 mai est consacré donc à l'Afrique, en souvenance de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue depuis 2002 Union africaine. Cette Union africaine a de nombreux défis à relever. Vous nous ressortez ici quelques-uns. Quelques-uns, effectivement, que nous allons commencer tout de suite par les défis sécuritaires. Sécuritaires surtout entre les pays frontaliers qui s'affrontent entre eux. Quand nous prenons par exemple la question des conflits armés au niveau du Rwanda et la RDC, la République démocratique du Congo. Quand nous prenons par exemple la question du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc, jusqu'aujourd'hui, ces deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur l'indépendance de ce Sahara occidental. Les Marocains qui ne veulent pas aussi qu'on appelle cette zone Sahara occidentale, mais qui préfèrent qu'on dise Sud-Maroc. Jusqu'aujourd'hui, nous avons aussi le conflit armé en RDC. Là, le conflit se déroule sur les territoires même. Quand nous prenons, par exemple, la Libye qui est déchiquetée, nous savons très bien ce qui s'est passé en Libye avec la mort ou la tuerie, nous allons le dire comme cela, de Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye est divisée en deux et deux camps s'opposent jusqu'à ce jour. Quand nous quittons la Libye, nous nous rendons au Soudan. Le Soudan, qui aujourd'hui voit deux généraux qui se querellent et la population en pâtit, ce sont des conflits également au Nigeria, où il y a aussi des conflits armés qui opposent les groupes terroristes aux forces loyalistes. Quand nous prenons par exemple le Mali, le Burkina, le terrorisme aussi est grandissant là-bas. Ce sont des défis que l'Union africaine doit relever aujourd'hui. Il faut que les armes se taisent dans toutes ces zones. Nous n'avons pas fini de citer les pays qui connaissent ces conflits, puisqu'il y a la Somalie, la question de la Somalie qui est là depuis des années. Nous avons vu aussi en Éthiopie tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, si l'Union africaine ne fait rien pour pouvoir résoudre ces problèmes de conflit, les populations continueront de souffrir. Et ça crée forcément une situation d'insécurité alimentaire, parce que les gens n'arrivant pas à vaquer librement à leurs occupations ne peuvent pas aussi s'alimenter facilement. Donc il y a aussi ce défi-là à relever. Quand nous prenons par exemple la question de la monnaie, aujourd'hui l'Afrique n'arrive pas à avoir une monnaie à elle, parce que nous avons ceux qui sont anglophones, nous avons les francophones, et ceux qui continuent de parler l'espagnol. À ce jour, la monnaie n'est pas une seule monnaie, au point que l'Afrique est tellement diversifiée et n'arrive pas à s'unir. 54 États n'arrivent pas à s'entendre. Regardez, pour circuler librement en Afrique, c'est compliqué parce que vous devez, en tant qu'Africain, avoir un visa pour aller d'un pays à un autre, ce qui n'est pas normal. Donc ça aussi, la libre circulation des personnes doit pouvoir être aussi relevée comme défi par cette organisation, sinon l'Union africaine. Oui, vous avez parlé de la monnaie. Est-ce qu'on ne peut pas penser à des monnaies au niveau des régions? Il y a la CEDEAO qui a tenté depuis plusieurs fois de voir si elle peut avoir sa monnaie à elle.
Est-ce qu'on ne peut pas penser aux monnaies au niveau des groupements régionaux avant de penser à une monnaie au niveau continental? En réalité, c'est le projet, mais qui peine à prendre parce que pour changer une monnaie, ce n'est pas, ou adopter une monnaie unique pour une zone, par exemple, ce n'est pas évident. La preuve, quand nous prenons le Nigeria qui fait un grand poids au sein de la CEDEAO, par exemple, c'est compliqué. Le Ghana également, qui, avec son CEDI, c'est compliqué de pouvoir s'arrimer tout de suite avec le CFA et avoir une monnaie commune. Or, le CFA qui est en train de devenir éco ne fait pas aussi l'unanimité au sein de la zone franc. Ce qui fait que les pays n'ont pas réussi jusqu'à ce jour à lancer leur propre monnaie au sein de la CEDEAO. Et au niveau des autres organisations sous-régionales également, c'est compliqué. Donc tout cela constitue également des défis que les pays africains doivent relever pour avoir, ne serait-ce que, comme vous l'avez dit, au niveau de sous-régional, avoir leur monnaie et ensuite voir si au niveau continental, on ne peut pas, par exemple, avoir une monnaie africaine pour prendre l'exemple, par exemple, de l'euro en Europe pour l'Union européenne. Merci. Nous sommes en Afrique, la plupart des pays sont agricoles. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à relever le défi de la faim en Afrique? Le défi de la faim, justement, parce que la crise alimentaire est là. L'Africain n'arrive pas à manger à sa faim ici et là. Et justement, il faut que l'agriculture de plus en plus soit mécanisée. Et pour cela, les pays ont besoin de coopérer entre eux. Je donne un exemple banal. Ce qui se produit facilement au niveau de l'élevage au Burkina Faso, normalement, les pays côtiers doivent pouvoir consommer cela. Et ce qui se produit ici au Togo doit pouvoir être envoyé vers ces pays-là qui n'ont pas une bonne pluviométrie. Quand nous prenons le Niger qui ne connaît qu'un mois de saison pluvieuse, mais dévastatrice, au cours de l'année sur les 12 mois, le Niger peut consommer les produits d'autres pays et les produits agricoles et les produits d'élevage doivent pouvoir quitter le Niger aussi pour aller vers les autres pays. Mais il faut une bonne coopération entre ces pays-là et que l'Africain soit aussi conscient que c'est en consommant les produits africains qu'il peut réellement contribuer au développement de l'économie africaine. Merci beaucoup. Vivement que les Africains puissent prendre en main leur destinée. Vraiment. D'une journée à une autre, celle consacrée aux enfants disparus. Ils sont donc des milliers à disparaître et ou ne sont jamais retrouvés. Les enfants disparus, comme on les appelle, constituent aujourd'hui une inquiétude pour la société. Quelles sont les stratégies de prévention et de recherche des enfants? Geneviève Bognon. Aujourd'hui, le phénomène d'enlèvement d'enfants ou la disparition d'enfants prend de l'ampleur. Et cette situation affecte de nombreux parents et inquiète les décideurs de nombreux pays. Qui appelle-t-on enfant disparu? Alphonse Akapo, sociologue, consultant en droit des enfants. Un enfant disparu ou des enfants disparus, c'est des enfants qui fuient ou qui ont fait l'objet d'enlèvement des parents ou encore qui ont été enlevés par des tiers. Selon les spécialistes de la question, des stratégies de prévention existent. Quand par exemple deux parents ne sont pas ensemble et que l'autre menace celui qui a la garde de l'enfant qu'il va l'enlever, ou il faut savoir que c'est un facteur dont il faut tenir compte s'il faut signaler à la police ou carrément mettre les garde-fous. Ne pas laisser l'enfant seul s'aventurer quelque part, alerter son entourage, les gens avec qui il marche souvent. Il y a aussi le comportement violent ou hostile envers l'autre parent qui a la garde ou envers la famille. Il est important que nous éduquons les enfants. Nous leur disons que quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, faut pas s'arrêter. Quand un inconnu vous offre un certain nombre de cadeaux, bonbons, biscuits, jus, faut pas prendre. Il y a aussi des mineurs qui sont non accompagnés, qui sont séparés de leurs parents par une catastrophe naturelle ou par la guerre, ou des enfants qui quittent eux-mêmes, ou bien qui sont dans un processus de voyage avec leurs parents et qu'un incident survient. Aucune solution miracle n'existe pour prévenir une disparition d'enfants. Cependant, des précautions sont à prendre pour protéger des enfants ou en cas d'une éventuelle disparition. Quand un enfant disparaît, il faut d'abord commencer par le rechercher auprès de ses amis, auprès des siens, auprès des membres de sa famille, auprès de ses voisins et dans les lieux où il a l'habitude de fréquenter. Il faut aussi penser à vérifier ses papiers d'identité, son vêtement, l'argent, pour savoir si cela pourrait aussi s'agir d'une fuite. Si l'enfant n'est pas trouvé, il est important de contacter les services de police et de gendarmerie.
mairie, proche de la maison. En allant, il ne faut pas oublier d'apporter sa photo afin qu'elle puisse être diffusée auprès de la population. Il y a des alertes qui existent pour enfants, pour enlèvement. Donc, si vous êtes dans un pays où ce système existe, il ne faut pas hésiter à déclencher ces alertes-là. Les réseaux sociaux existent aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser ces informations sur les réseaux sociaux. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Impliquer les élus et cadres municipaux dans la lutte contre la corruption, c'est le but poursuivi par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre les infractions assimilées à Poulsia. Elle a lancé à cet effet ce matin une campagne nationale. Compte rendu, Monique Odoudou Nabara Nafara Noudar. L'objectif de cette campagne est de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance au sein des collectivités locales. Selon le président de la APLUSIA, Kimeabalo Abba, la corruption est un mal dont souffrent nos sociétés et pour le combattre, il faut une participation de tous les acteurs. Cette campagne vise à permettre à ces acteurs des collectivités locales de cerner mieux les concepts de la corruption, son ampleur, ses causes et ses conséquences, de développer la culture de l'intégrité et de redevabilité de ces élus cadres municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, de les amener à mieux comprendre le rôle de la HALPUSIA, son mandat, ses missions et les inviter à s'associer aux actions que la HALPUSIA mène en matière de prévention et de lutte contre la corruption et bien entendu les engager ainsi à s'impliquer davantage aux actions de prévention et de lutte contre la corruption dans leur collectivité territoriale. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Droits de l'Homme, de la promotion à la citoyenneté des relations avec les institutions de la République. Pour le ministre Christian Trémoin, cette campagne répond à la gouvernance saine inscrite dans la feuille de route gouvernementale. La décentralisation confère aux élus locaux des pouvoirs et une marge de manœuvre considérable dans la gestion des affaires publiques locales. Cette situation exige que les autorités locales soient redevables vis-à-vis de leurs mandats, de leurs électeurs et de la population. Les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale. Cette activité a bénéficié du soutien de la GIZ à travers le projet Bonne Gouvernance. Ce jeudi s'est ouvert également à Lomé un atelier régional d'apprentissage entre pairs sur les réformes juridiques pour l'équité entre les sexes en Afrique. Une initiative du groupe de la Banque mondiale et du ministère de l'Action sociale et de l'alphabétisation. Solim Lemou, Léontine Togima. L'événement est un forum pour aider les pays à améliorer leurs connaissances sur les réformes juridiques en matière de genre. Il est aussi question de partager les meilleures pratiques mondiales et régionales, les expériences sur les défis et les facteurs de réussite. Ceci en vue de conduire à l'adoption et à la mise en œuvre de ces réformes. Cette session de Lomé réunit une trentaine de représentants des ministères en charge du genre, du travail et de la justice venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Les travaux ont été ouverts par Adjovi Lolognon Apedo Anakoma, ministre en charge de l'action sociale en présence de Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base. C'est parti pour la 28e édition de l'élection Miss Togo 2024. Les candidatures sont ouvertes ce jeudi et ce jusqu'au 5 juillet prochain. L'information a été rendue publique ce matin lors d'un petit déjeuner de presse organisé par le Comité national Miss Togo. Geneviève Pognon. 20 candidates seront retenues pour la grande finale qui aura lieu le 2 décembre 2023. Le comité d'organisation promet une fois encore au public togolais une édition exceptionnelle. Gaspard Kodjobaka, président national du comité Miss Togo. Pour les innovations, nous sommes toujours en train de réfléchir. Nous mettons les petits plats dans les grands. Ce sera une soirée particulière. 2 super régionales, une septentrionale qui regrouperait les 3 régions Savane, Kara, région centrale à Kara, le 15 juillet. La super régionale méridionale qui aura lieu le 29 août, qui regroupera la région des plateaux et la région maritime.
à Lomé. À l'issue de ces 2 super régionales, évidemment, nous retrouverons nos 20 candidates. À cette cérémonie de lancement officiel, l'actuelle détentrice de la couronne, Chimène Abla Eku Molja, dresse le bilan à mi-parcours de son mandat. Parlant de mes activités à mi-parcours de mon mandat, un premier déplacement à Madrid, en Espagne, pour la 43e édition de la Foire Madrid, où j'ai animé le stand du Togo. Le second m'a permis de visiter la France. Dans l'Hexagone, j'ai eu des rencontres avec des partenaires pour le soutien de mon projet social sous l'égide de l'association Passaï. Dans la sous-région, j'ai également assisté à la 15e édition du festival de musique urbaine d'Anoumambo en Côte d'Ivoire. En début de ce mois, j'ai effectué à Dapaon le lancement officiel de mon projet social au lycée de Nassablé. Dans les jours et mois à venir, nous allons déployer la suite du projet social sur le terrain à travers les autres volets, avec la suite de la sensibilisation, l'appui à la scolarisation, appui au centre de formation professionnelle, l'informatisation d'établissements scolaires et le renforcement des activités génératrices de revenus pour les jeunes entrepreneurs. Move Africa, sponsor officiel, réaffirme la disponibilité de son institution à accompagner toujours l'événement. Abdella Tabiri, directeur général Move Africa. C'est un honneur pour nous d'être présents avec le comité national à cette 28e édition. C'est dans les habitudes, tout le monde Africa Togo, de soutenir les événements phares de la culture togolaise. Et à ce niveau-là, nous célébrons effectivement la jeune femme, la femme togolaise tout simplement, parce que d'abord elle est un pilier de la société, ensuite parce que dans cette femme, bien évidemment, on entrevoit la lumière, tout ce qu'on pourrait avoir comme développement et pérennité au Togo. Le concours national Miss Togo est ouvert à toute jeune fille togolaise de bonne moralité, âgée de 18 à 24 ans, ayant une taille minimum de 1,70 m. La grande finale est prévue pour le 2 décembre prochain. Magazine agricole, la noix de cajou ou l'anacarde est la graine contenue dans la pomme de cajou. Pour obtenir l'amande, la noix subit plusieurs processus. Quelles sont ces étapes liées à la transformation? Odette Pira. La noix de cajou passe par plusieurs étapes avant l'obtention de l'amande blanche. Au Togo, ils sont nombreux dans ce secteur. Cajou Espoir, basé à Blita et à Tchamba, transforme la noix de cajou. Diri Alassani, directeur d'exploitation, nous explique le circuit dans son usine. On prélève une quantité de noix qui correspond à un batch. Nous faisons du batch processing et le batch ainsi prélevé est envoyé à l'atelier de cuisson. La cuisson se fait à la vapeur pour être conforme à notre processus de transformation qui doit nous permettre d'obtenir des amandes blanches comme produit fini. Nous faisons une cuisson à la vapeur. Donc après la cuisson, il y a un atelier où on étale les noix pour le refroidissement. Et le refroidissement également, selon la période de l'année à laquelle nous nous trouvons, le refroidissement peut durer 24 heures à 48 heures. Et c'est après ce refroidissement qu'on envoie les noix à l'atelier de décortiquage. Après l'usine, place à la classification des amandes avant leur mise sur le marché. Le résultat de cet atelier, ce sont les différents grades qui sont établis dans le processus de transformation des amandes et toute usine qui produit des amandes est obligée de les présenter en respectant cette classification-là. On doit se conformer à cette échelle pour pouvoir présenter nos amandes sur le marché international. Là où on pourra avoir des amandes comme des WW et 210 qui sont les plus grosses que nous avons au Togo. Et on en a du 240, on en a du 320. Ensuite, on a des amandes colorées, ce sont des SW. Ces noix brutes transformées sont collectées entre février et mai de chaque année. Sport football, 2 matchs boucles cet après-midi, 28e journée de la D1 Lonato. Yao Kamake nous en parle dans sa page sportive, avec également la 23e journée de la D2, de même que la finale de la Coupe du district de football de Cloto.
Sarah Sport de Bafilo pour la boucle de cette 28e journée s'oppose à l'entente de Lomé au stade de Kara. À Lomé, Asco de Kara s'explique devant l'AS Togoport alors que les condamnants de la Cosa veulent célébrer leur sacre avant la fin du championnat. Les portuaires, eux, entendent batailler dur pour encore croire au maintien. Du côté de la deuxième division, un seul match est au programme pour cet après-midi. Il a lieu à Sokodé entre Foupa de Sotubois et Doumbé de Mango. Hier déjà, Kotoko de Lavier, bon dernier au classement, a encore perdu 0-3 face aux Scorpions noirs de Tokoin à Gaza. Finale de la Coupe du district de football de Kloto, c'est pour ce dimanche au CRETFP de Kpalimé. Ce bouquet final oppose la formation d'Aïro FC de Womé, dirigée par une femme dans le Fiokbo, à son homologue New Sporting de Kpalimé. Les protégés de Dame Akouvi Digbodi à Klamanou se déplacent sur Kpalimé avec une seule ambition, celle de soulever la coupe. En face d'eux se dressent les académiciens du New Sporting qui n'ont pour seul rêve le trophée mis en jeu. Un rêve qu'ils voudront bien transformer en réalité dimanche après-midi au stade Crétepe. L'enjeu est donc de taille et le spectacle est garanti. Difficile a priori de parier sur le vainqueur, mais seule l'équipe qui fera preuve d'engagement et de précision dans le jeu l'emportera à l'issue des 90 minutes réglementaires ou à défaut après les séances des tirs au but. Enfin, Coupe IFOAB U20 dames, le Togo a perdu face au Nigeria 0-6. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg